Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo, votre revue de presse hebdomadaire sur l'Europe. Pour cette deuxième semaine de 2024, le programme est un peu plus dense, avec beaucoup d'actualités nationales, alors on se plonge tout de suite dans la vie de l'Union. Présidence belge du Conseil, la Belgique remet le Nutri-Score sur la table. Pas mis en place dans tous les États membres, le Nutri-Score fait l'objet de nombreux débats entre pays de l'Union. En cause, la mauvaise image qu'il pourrait donner à certains produits traditionnels. Né en France avec ses notes de A à E, allant des produits les plus sains aux plus nocifs pour la santé, à quantité égale, il a tout de même été critiqué pour avoir mis des notes vertueuses à des produits qui ne l'étaient pas vraiment. C'est pour cela que le gouvernement français a redéfini la note de certains produits à la fin de l'année 2023. Au niveau européen, la Commission européenne, dans sa stratégie de la ferme à l'assiette, voulait un étiquetage nutritionnel obligatoire, mais s'est heurté aux sensibilités de certains pays, notamment l'Italie. La Commission européenne a donc reporté le débat sine die pour éviter de polariser les débats et de ne trouver aucune issue. La présidence belge propose alors d'organiser des tables rondes pour échanger sur les expériences et les bonnes pratiques. En Finlande, il existe le symbole du cœur, et dans les autres pays scandinaves, le trou de serrure. L'Italie propose le Nutrinform, qui marcherait sur le principe d'une jauge d'énergie avec les apports journaliers recommandés accompagnés du régime alimentaire correct. L'objectif de la présidence belge est d'aboutir au plus petit dénominateur commun pour faire avancer le référentiel nutritionnel. Élections européennes. Élections européennes, la candidature de Charles Michel précipite la course à la présidence. Les critiques continuent d'affluer sur la candidature de Charles Michel. La députée européenne néerlandaise du groupe Renew Europe, Sophie in 't Veld, ancienne membre du parti D66 et aujourd'hui tête de liste en Belgique pour le parti pan-européen Volt dans le collège électoral néerlandophone, regrette que le capitaine quitte le navire en pleine tempête. Désormais, c'est le futur président qui est recherché. Les 27 devront se mettre d'accord pour novembre, mais il se peut qu'ils fassent le choix d'un ou d'une intérimaire pour assurer la transition. Plusieurs noms semblent déjà circuler pour prendre les rênes du Conseil européen pour 2 ans et demi à partir de novembre. D'abord le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, qui attend actuellement qu'on lui succède au poste de ministre-président à l'AI, nom donné au Premier ministre néerlandais. Il y a aussi Xavier Bettel, l'ancien Premier ministre luxembourgeois, actuellement vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, qui aurait lui aussi le profil de faiseur de compromis. António Costa, ancien Premier ministre du Portugal, a lui aussi été cité, mais le fait que son entourage soit visé par une enquête pour corruption rend son élection moins probable. L'élection du président du Conseil se fait à la majorité simple. Il faut donc 14 voix sur 27. La possibilité qu'Orban devienne président du Conseil est maigre, mais existe. Environnement. La Commission européenne approuve une aide de 4 milliards d'euros pour soutenir les technologies vertes. Actuellement, la Commission européenne poursuit les États qui donnent des aides d'État à des entreprises parce que cela fausse la concurrence entre États membres. Mais l'enjeu de garder un producteur de batteries européen sur le sol européen était plus fort. Le producteur de batteries suédois Northvolt avait le choix entre l'Allemagne et les États-Unis pour y installer son usine de production. L'aide européenne, à laquelle l'Allemagne sera autorisée d'y ajouter un montant équivalent, a fini de convaincre Northvolt de s'installer en Allemagne. L'objectif était de conserver un acteur de la transition écologique et de préserver la souveraineté européenne sur un des produits stratégiques de cette transition. L'usine devrait avoir une capacité de production équivalente à 60 GWh, ce qui pourrait équiper 800 000 à 1 million de véhicules électriques par an. Santé. La Commission européenne appelle à une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid. La commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides, rappelle que le Covid-19 et ses variants sont toujours bien présents et que d'autres maladies respiratoires comme la grippe ou la bronchiolite rajoutent de la difficulté dans les systèmes de santé européens. Quelques chiffres sur le Covid pour ce dernier mois. La Croatie a connu 68 décès liés au Covid pour la période du 12 au 18 décembre 2023. La Grèce annonce 80 décès par semaine si la tendance actuelle se poursuit. Et l'Italie a connu son record de cas de grippe et de Covid,
lors des 2 dernières semaines de 2023. Le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies recommande à tous les ministres de la Santé de relancer des campagnes de vaccination, de multiplier les tests et les séquençages afin de collecter des données sur les virus en circulation. Certains États membres réfléchissent à rétablir le port du masque obligatoire dans certains endroits, mais à quelques mois des élections européennes, d'autres États membres ne veulent pas prêter le flanc à l'extrême droite, qui veut cristalliser les mécontentements. Concurrence. La Commission se pose des questions sur le partenariat entre Microsoft et OpenAI. Le géant américain Microsoft a investi 13 milliards de dollars dans OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Un investissement qui éveille l'intérêt de la Commission européenne. Pourquoi ? Parce que si c'est un rachat, il se peut que ça intéresse la direction de la concurrence de la Commission européenne, qui veut éviter une trop grande concentration dans les secteurs économiques en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Commission européenne veille à ce que la compétition reste vive dans ce marché émergent. Or, si Microsoft dispose d'un avantage concurrentiel, la Commission pourrait agir. Aide à l'Ukraine. La Hongrie pourrait lever son veto au soutien financier. La Hongrie avait mis son veto en décembre à la facilité pour l'Ukraine. Il faudra donc attendre le 1er février et la réunion d'urgence pour savoir si la Hongrie change d'avis. Elle fait payer le blocage des fonds européens pour non-respect de l'état de droit. Le gouvernement Orban veut en plus faire passer l'aide de 50 milliards d'euros à 12,5 milliards d'euros. La Hongrie tente de rajouter de la procédure au cadre financier pluriannuel avec une validation annuelle par les États membres. Et dans le cas de la facilité, c'est mettre sous tension régulière le soutien financier. Le fait qu'Orban joue sur le budget influe directement sur la facilité. Et même si les 26 autres parviennent à faire sortir le mécanisme des questions budgétaires, il faudra de toute façon le financer, ce qui amènera certainement d'autres batailles avec le vote hongrois. On passe désormais au club des 27. Espagne, le gouvernement Sánchez fait face à un premier accrochage avec les indépendantistes catalans. Alors que l'Espagne avait pris plusieurs mois pour accoucher d'un gouvernement après les législatives de cet été, le Parti socialiste ouvrier espagnol, PSOE, réussissait là où Albert Núñez Feijóo, le leader du Parti populaire, avait échoué à rallier des partenaires, malgré sa position de leader à la sortie du scrutin. Le PSOE devait absolument convaincre Junts per Catalunya, Ensemble pour la Catalogne, le parti indépendantiste catalan de droite, pour disposer d'une majorité. Un soutien très conditionné par le parti de Carles Puigdemont, qui demandait absolument à ce que les indépendantistes emprisonnés ou poursuivis soient amnistiés, mais aussi que les généralités disposent de plus de compétences. Seulement, le gouvernement s'est engagé auprès de la Commission européenne à réformer la justice, la fonction publique et le mécénat via le décret Omnibus. Un décret qui faisait craindre que la promesse d'amnistie ne soit pas tenue. Junts per Catalunya a finalement consenti à soutenir ce décret. Grâce à ce décret, l'Espagne pourra donc bénéficier des 10 milliards d'euros promis par le Fonds de relance européen. Mais c'est sur le paquet anti-inflation et particulièrement l'augmentation des aides aux chômeurs en fin de droit que les indépendantistes catalans ont fait capoter les plans du gouvernement. Les 7 parlementaires de Junts per Catalunya ont un pouvoir de nuisance démesuré par rapport à la taille de leur groupe, ce qui pourrait faire craindre soit une paralysie de la machine législative espagnole, ou alors un retour aux urnes pour des législatives anticipées. Allemagne, le mécontentement se généralise. Le lundi 8 janvier, les agriculteurs allemands ont lancé un mouvement de protestation à travers tout le pays pour contester la baisse des subventions aux agriculteurs, combinée à une hausse des impôts, même si le gouvernement a reculé en partie sur le retrait des subventions. Les agriculteurs sont prêts à bloquer les autoroutes autour des capitales des Länder pour faire reculer le gouvernement fédéral. Le ministre de l'économie, Robert Habeck, de retour de vacances, a été chahuté par des agriculteurs qui, munis de leurs tracteurs, ont empêché son ferry d'amarrer alors qu'il rentrait de vacances. Un dossier difficile puisque le budget 2024 a été retoqué
par la Cour constitutionnelle, considérant que certaines dépenses étaient inconstitutionnelles. Au mécontentement des agriculteurs s'ajoute celui des cheminots, qui se mettent en grève pour montrer leur colère face au dialogue social engagé avec la Deutsche Bahn, l'opérateur ferroviaire national, qui ne veut pas céder face aux revendications des syndicats. Un mécontentement qui grossit et que le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland, l'AfD, tente de récupérer. Le parti mené par Alice Weidel est crédité de 21 à 23% d'intentions de vote au niveau national, des intentions qui peuvent dépasser les 30% dans les Länder de l'ex-République démocratique allemande, territoire sous occupation soviétique jusqu'à la réunification. Un danger qui a mobilisé plusieurs milliers de manifestants dans les grandes villes du pays. Le chancelier Olaf Scholz et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock étaient présents à la manifestation de Potsdam ce dimanche 14 janvier. Allemagne encore, le commerce extérieur s'enfonce durablement dans la crise. Moins 5% d'exportation sur un an, moins 12% d'importation sur un an. Ce n'est pas seulement le recul de ces indicateurs qui est inquiétant, c'est aussi qu'ils n'ont aucune chance de progresser à court terme. Les industries allemandes connaissent un creux comme elles ne l'avaient pas connu depuis la crise financière de 2008-2009. Les taux d'intérêt élevés compliquent les choses. L'Allemagne est en récession de 0,3% en 2023 et les projections de 2024 ne semblent guère meilleures, ce qui ferait revenir l'Allemagne à son PIB de 2019. Si le moteur économique de l'Europe se grippe, il y a de fortes chances que ça ait des répercussions sur toute l'économie européenne. Italie, Giorgia Meloni sommet de se positionner sur le rassemblement néofasciste à Rome. Le dimanche 7 janvier avait lieu l'hommage à 3 militants du mouvement social italien, parti des héritiers idéologiques de Mussolini, dans ce qui reste appelé aujourd'hui le massacre d'Acca Larentia, le 7 janvier 1978. À cette occasion, des images ont tourné sur Internet avec une centaine de militants effectuant des saluts fascistes. La présidente du Conseil est embarrassée, puisque Francesco Rocco, président de la région du Latium, et Fabio Rampelli, vice-président de la Chambre des députés, tous les deux membres de son parti Fratelli d'Italia, étaient présents lors de ce rassemblement. Très critiquée par Elly Schlein, la présidente du Parti démocrate, parti de centre-gauche, qui demande la dissolution de ces groupes. Fratelli d'Italia rétorque que le Parti démocrate a régné pendant des années sur la politique italienne et n'avait jamais procédé à cette dissolution. Ils vont même jusqu'à dire que c'est de la propagande, je cite, gauchiste. L'ancien président du Conseil, le leader du Parti 5 étoiles, Giuseppe Conte, somme la présidente du Conseil de se positionner. Le ministre des Affaires étrangères et ex-président du Parlement européen, Antonio Tajani, membre de Forza Italia, parti de centre-droit, allié à Fratelli d'Italia dans la coalition gouvernementale, condamne lui ce rassemblement et rappelle l'essence antifasciste de Forza Italia. Giorgia Meloni est restée silencieuse jusqu'ici. Pologne, la guerre continue entre le PO et le PIS. Malgré la victoire de la coalition progressiste lors des dernières élections législatives à l'automne, le parti Droit et Justice, le PIS, continue le bras de fer politique avec sa sœur ennemie, la plateforme citoyenne, la PO, tous les deux héritiers de Solidarność. Cette semaine, le PIS s'est manifesté sur deux dossiers. D'abord, l'arrestation de Mariusz Kaminski, ministre de l'Intérieur du PIS de 2019 à 2023, pour une affaire qui remonte à 2007. Il était alors chef du bureau central anticorruption pour une enquête jugée illégale sur un membre de la coalition avec le PIS. Le tribunal a condamné Mariusz Kaminski et son collaborateur Maciej Wąsik à 2 ans de prison ferme pour avoir outrepassé leurs fonctions. Tous les deux élus députés lors des dernières élections législatives au mois d'octobre, leur élection a été annulée le 5 janvier. Le 8 janvier, le tribunal a délivré un mandat d'amener pour les deux députés. Les deux députés déchus se sont abrités au palais présidentiel, protégés par le président de la République, Andrzej Duda, lui-même proche du PIS. La police a attendu que le président aille s'entretenir avec la leader de l'opposition bélarusse, Svetlana Tsikhanouskaya,
pour entrer dans le palais présidentiel et interpeller les deux hommes. Le président Duda accuse la nouvelle majorité de procéder à une arrestation illégale. Il leur avait octroyé une amnistie alors que la procédure était en cours. Ils n'étaient donc pas formellement condamnés. Les militants PIS parlent de prisonniers politiques. Mais ce n'est pas le seul dossier où les deux partis s'écharpent. Chose promise, chose due, la nouvelle majorité veut remettre de l'ordre dans les médias publics. Le ministre de la Culture, Bartłomiej Sienkiewicz, a d'ailleurs lancé une série de réformes et tente de renouveler les directions et les conseils d'administration de la télévision publique, la TVP, de la radio publique, Polskie Radio, et de l'agence de presse nationale, la PAP. Le registre du tribunal national a rejeté la liste des nouveaux administrateurs de la télévision publique, arguant que le ministre n'en avait pas la compétence. Le ministre a fait appel, un appel suspensif qui permet de maintenir les administrateurs le temps que la procédure suive son cours. Le PIS reproche ce qu'il a lui-même fait en critiquant l'installation de directions très politiques. Le parti Droit et Justice a appelé à manifester contre ces mesures. La Commission européenne indique que les médias publics doivent garantir la pluralité des opinions. Le European Media Freedom Act, adopté récemment, va entrer dans le droit européen très bientôt. Il vise à garantir l'indépendance des médias nationaux et la mise en place de mécanismes pour garantir une gouvernance indépendante et une indépendance éditoriale des rédactions des médias de service public. Donald Tusk devra à la fois renouveler les directions des médias publics, tout en garantissant des réformes pour les mettre à l'abri de manipulations politiciennes et d'éviter d'en faire des outils au service d'une idéologie. République tchèque, la législation sur la détention d'armes à feu se durcit. Alors qu'elle se vante depuis plusieurs années de la législation la plus poussée en Europe, la tuerie à l'université Charles de Prague, qui a fait 14 victimes, a posé de nombreuses questions sur la législation. Très active lors des négociations sur la directive européenne sur les armes à feu en 2017, la République tchèque trouvait la directive molle et trop permissive. C'est pour cela que le gouvernement avait lancé en 2022 une proposition de loi pour renforcer sa propre législation. Alors que le processus législatif arrivait au bout, la fusillade est intervenue. Les députés ont décidé de rouvrir les négociations. 4 propositions semblent tenir la corde. Tout d'abord, augmenter la fréquence des examens médicaux pour les détenteurs d'armes à feu, en les passant de 10 à 5 ans. Octroyer plus de pouvoirs de saisie de la police lorsqu'un risque de sécurité est identifié, notamment lors d'un changement d'état de santé constaté. Une obligation pour les vendeurs d'armes de déclarer les transactions suspectes et doubler l'obligation d'avoir un certificat d'aptitude délivré par un médecin généraliste d'un examen psychologique qui deviendrait désormais obligatoire. Bulgarie et Roumanie. Un accord a été trouvé avec la Turquie pour déminer la mer Noire. Lieu d'affrontement maritime entre l'Ukraine et la Russie, la mer Noire est envahie de mines, ce qui contraint fortement l'Ukraine dans ses exportations, mais représente aussi un danger pour les autres pays, puisque les mines partent à la dérive. C'est pourquoi la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie ont annoncé la création d'une coalition maritime pour éliminer ces mines qui dérivent. L'objectif est aussi de pouvoir sécuriser l'export de céréales ukrainiennes, dont l'export a été divisé par 3 en l'espace de 6 mois. Cette task force aura un leadership tournant tous les semestres. La Turquie préserve ainsi son contrôle sur le détroit tout en assurant la sécurité de la mer Noire dans la limite du périmètre de la guerre. Elle ne souhaite pas voir d'autres navires occidentaux entrer pour éviter l'escalade. Bulgarie encore, le gouvernement est déçu par l'admission partielle à l'espace Schengen. Le 31 décembre 2023, le Conseil de l'Union européenne a voté à l'unanimité l'admission partielle de la Bulgarie et de la Roumanie dans Schengen. Les contrôles aériens et maritimes seront supprimés à partir du 31 mars 2024. Le Premier ministre de la coalition pro-européenne, Nicolae Denkov, regrette de ne pas avoir de date en ce qui concerne les contrôles terrestres, la faute aux craintes autrichiennes d'ouvrir une nouvelle route migratoire. La frontière bulgaro-turque a vu 160 000 passages clandestins en 2022.
La Bulgarie essaye de se coordonner avec Frontex et Europol pour la gestion de la frontière commune avec la Turquie. La Commission européenne a fourni une aide à hauteur de 45 millions d'euros pour renforcer la surveillance de sa frontière. Passons désormais à nos chers voisins. Bosnie. La Commission européenne s'inquiète de la célébration de l'indépendance de la Republika Srpska. Tous les 9 janvier, les Serbes de Bosnie célèbrent l'indépendance de la Republika Srpska, en réalité territoire toujours constitutif de la Bosnie-Herzégovine. Les Serbes de Bosnie représentent 1,2 des 3,5 millions d'habitants de la Bosnie-Herzégovine. Leur déclaration d'indépendance, qui a eu lieu le 9 janvier 1992, est l'un des actes constitutifs de la guerre de Bosnie. La célébration a été jugée discriminatoire à l'égard des Bosniaques et des Croates en 2015 par la Cour constitutionnelle bosnienne. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe précise même que cela va à l'encontre de la constitution de la Republika Srpska. Son leader, Milorad Dodik, indique que l'intention n'est pas d'insulter. Leader de la Republika Srpska depuis 2006, il a fait partie des 87 députés sécessionnistes de 1992. C'est donc logiquement qu'il ne reconnaît pas l'État central bosnien. Des insultes à l'encontre du haut représentant international, chargé de faire respecter les accords de Dayton, mais aussi à l'encontre de l'ambassadeur américain, une admiration non dissimulée pour Vladimir Poutine, proche du président serbe Aleksandar Vučić, soutenu par Viktor Orban. Il a le profil type de la personnalité politique qui peut faire basculer la situation vers le pire. Les forces spéciales américaines et les forces armées bosniennes ont procédé à des entraînements conjoints air-sol, message subliminal des Américains pour dire qu'ils défendront l'intégrité territoriale bosnienne à n'importe quel prix aux indépendantistes serbes. La Commission européenne réaffirme son opposition à tout acte sécessionniste par la voix du porte-parole aux affaires étrangères, Peter Stano, qui prévient que tout acte sécessionniste aura de graves conséquences. Norvège. La relance de la prospection minière inquiète. Le Parlement a voté une autorisation d'exploitation minière des grands fonds marins dans l'Arctique, du côté du Svalbard, et ce malgré les manifestations à l'extérieur du Storting, le Parlement norvégien d'ONG environnementales. L'objectif est l'exploitation commerciale de minerais tels que le cuivre, le manganèse, le cobalt ou encore le lithium, et donc d'assurer une certaine souveraineté stratégique. Le gouvernement tente de rassurer son monde en assurant que des études préalables seront menées en amont pour s'assurer d'une exploitation durable et responsable. Et pour finir, je souhaitais conclure en rendant hommage aux pompiers néerlandais, tchèques et slovaques venus prêter main forte aux pompiers du Pas-de-Calais. Ils sont 48 en tout et ils ont ramené 8 grandes pompes de grande capacité. Ce mécanisme de solidarité fait que la France n'a pas déboursé un centime. 75% des frais sont pris en charge par la Commission européenne et les 25 restants sont assurés par le pays prêteur. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.